Le retour, on vous souhaite une bonne rentrée en la compagnie d'Agnès Delors, notre gérante, et de Paul Schforer, notre analyste économique. Bonjour Paul, bonjour Agnès. Bonjour Thomas. J'espère que l'été fut agréable pour vous. D'un point de vue, en tout cas hors professionnel, mais on n'est pas là pour se raconter nos vacances, même si ce serait sans doute très intéressant. On va discuter ensemble pendant cette émission, et bien justement de cet été d'un point de vue boursier, pour voir comment est-ce qu'on a traversé ces quelques semaines qui nous séparent de la dernière émission. Et on va voir bien sûr si la rentrée s'annonce aussi calme que le fut cet été ou bien un peu plus agitée. Allez, on commence tout de suite par les grandes tendances. Alors, ces grandes tendances, Agnès, qu'est-ce que on peut noter d'un point de vue peut-être chiffre pour commencer ? Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu surtout une croissance économique européenne ralentir, donc sauf en Allemagne. Surtout, ce qui nous Mais je parlais des chiffres boursiers déjà, si on fait le constat simplement des indices, qu'est-ce qui s'est passé ils pendant sont ces bien quelques semaines ? ressaisis, on est revenu chercher, on a fait même le 15 août un plus haut à 4520, donc durant le 15 août où nous étions tous fermés, donc voilà, et surtout on est monté d'une manière tendance sereine, calme, sans volatilité. Voilà, donc c'est un marché très attentiste, sans volume. Donc voilà, et bien sûr, je pense que le volume va revenir d'ici lundi avec le retour des investisseurs et surtout avec la conclusion de ce week-end de la grande réunion Jackson Hole. Bon, d'une façon générale, c'était quand même assez calme, Paul. C'était très calme, les marchés. Parfois, c'est pas le cas. Au mois d'août, on est on avait été agité avant, et donc de ce fait, peut-être qu'on avait besoin de respirer, on avait besoin de calme. On est monté, on est redescendu. Globalement, si on prend le CAC, on est presque à zéro sur le mois d'août, à ce jour. Si on prend les marchés européens, bon, l'Allemagne, mis à part, qui a rattrapé, c'est pas folichon, mais c'est un peu la même chose au Japon, qui n'a progressé que de 1%. Les États-Unis ont fait les plus hauts, mais on est finalement sur des niveaux qui ne sont pas excessifs. Un été calme, c'est le titre de cette émission. Une rentrée qui sera agitée ou pas, ça va être la question. Vous nous avez apporté, Paul, des indicateurs, on va les découvrir ensemble. On commence donc par les grands enseignements de cet été. Un euro qui ne se déprécie pas face au dollar. Voilà. C'est une surprise ? C'est un peu une surprise quelque part, finalement, puisqu'on se disait que dans la logique d'une hausse des taux aux États-Unis et d'une absence de hausse des taux, voire d'une baisse des taux, d'un allongement du quantitative easing en Europe par la BCE, on avait plutôt une tendance à voir l'euro se déprécier. Alors, comment est-ce qu'on explique cette espèce de contre-intuition, c'est contre-intuitif ? La première donnée, c'est que finalement, il y a eu une très grande interrogation au mois de juillet sur la croissance, sur l'effet Brexit. Et puis, au final, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Mais l'effet Brexit, c'était de se dire il va y avoir un ralentissement économique mondial. Et de ce fait, la Banque centrale américaine ne va pas pouvoir remonter ses taux, d'autant qu'il était publié un certain nombre de chiffres qui montraient bien que le premier trimestre 2016 n'avait pas été si bon que cela aux États-Unis. Autre incertitude qui pèse peut-être sur le dollar, c'est l'issue des élections américaines qui auront lieu au mois de novembre. Les élections américaines participent à cette problématique-là, empêchent dans l'idée de tout le monde la Fed de bouger dans la période qui vient là maintenant, puisqu'on est dans la dernière ligne droite, moins de 100 jours avant l'élection à proprement parler. Il est d'habitude pas acceptable que la Fed bouge. Peut-être qu'elle le fera. Les anticipations d'une remontée à la prochaine réunion se sont légèrement relevées, mais on est en dessous d'un tiers de personnes qui l'imaginent. Aujourd'hui, vraiment, c'est plutôt le ralentissement des anticipations de hausse des taux aux États-Unis qui a amené effectivement à cette stabilité du dollar par rapport à l'euro, ou de l'euro par rapport au dollar, qui est depuis finalement presque 18 mois. Deuxième constat de l'été, il s'affiche, le pétrole revient à $50. C'est le seuil d'équilibre en ce moment ? Pour nous, c'est le seuil d'équilibre. C'est effectivement ça. Et là aussi, c'est la même interrogation. Est-ce qu'il y a ralentissement ? Est-ce qu'il y a croissance ?
Mois de juillet, tout le monde se dit il va y avoir ralentissement, il y a le Brexit, on voit des arrivées de stocks qui sont disponibles, donc finalement le pétrole rebaisse, on se pose des questions, puis au mois d'août, eh bien, tout redevient normal et on a une très grande stabilité du prix et on est autour de $50. Alors ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire déjà que les prix de $100 sont loin. Et ça, c'est ce qui nous a effrayés pendant toute une période. Et ça veut dire aussi que c'est plutôt bien pour les pays émergents, parce que quand le dollar et le pétrole sont mal orientés, eh bien, ça fait une pression énorme sur les pays émergents et un ralentissement dans ces pays-là. Lequel a été constaté, effectivement, en matière économique, mais c'est une période où on a plutôt vu les bourses, elles, profiter dans ces pays-là. Bon, donc un deuxième facteur de stabilisation. Et puis, troisième constat, des économies résilientes. Alors, qu'est-ce que c'est ce graphique? Alors, ce graphique, ce sont les indicateurs que l'on peut avoir, que j'ai pris pour les États-Unis, à savoir les commandes de biens durables. Donc en rouge. En rouge, qui sont à 1,5 et on voit bien, c'est sur un cycle assez long, on a des commandes qui sont à un niveau assez élevé en dehors des transports. Avec les transports, on est largement au-dessus. C'est une bonne surprise et ça veut dire que l'économie américaine, a priori, va pas si mal que ça. Et même va plutôt mieux que tout le monde ne pouvait l'imaginer ou le craindre. Donc des créations d'emplois, donc la possibilité de faire remonter les taux, donc tout un discours. Et la ligne bleue? Et la ligne bleue, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe et c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, finalement, on le voit, les conditions actuelles sont plutôt meilleures. Il y a eu une petite faiblesse, une petite surprise de l'IFO climat des affaires hier, mais globalement, on est quand même encore sur des niveaux où c'est pas la récession, c'est pas la croissance très dynamique, mais c'est pas la récession, et ça c'est plutôt positif. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les grands enseignements, en tout cas ceux qui vous ont interpellé. Agnès, moi, le message que je retiens de Paul, c'est que ça va plutôt moins mal qu'on aurait pu le craindre. Et pourtant, les actions n'ont pas bougé durant l'été. Ça veut dire quoi? Qu'elles l'avaient déjà anticipé ou qu'elles ne l'ont pas prise en compte? Elles sont vraiment parties à la plage et puis on va s'en occuper de réajuster tout ça à la rentrée. Je pense, comme disait Paul, on a récupéré la forte baisse du Brexit. Donc on a stabilisé les marchés. Il y a une chose aussi qu'il faut, à l'inverse de 2015, où on avait énormément de collectes sur le marché des actions, qu'on n'a pas du tout, notamment depuis le début de l'année. Donc on a une forte décollecte, notamment du marché actions, je dirais Europe, qui va plutôt investir sur les marchés au profit des États-Unis et des pays émergents. Et on a vu surtout aussi un retour de la remontée de l'or. Donc du coup, les investisseurs se protègent parce que au sujet de l'Europe, on n'a pas une vision sur du long terme actuellement. Donc on préfère se protéger, c'est surtout ça. Et puis peut-être qu'on cherche à trouver le nouveau fil directeur et on attendait de Jackson Hole. Alors qu'est-ce que c'est que Jackson Hole? C'est une réunion annuelle où la Fed convie les banquiers centraux internationaux et à cette occasion on parle de philosophie, on parle de stratégie économique globale, alors que dans chaque réunion de la Fed on s'évertue à savoir si on a utilisé tel mot ou tel mot et si on est monté ou pas de 25 centimes et quand est-ce qu'on montera la prochaine fois. Là, on est vraiment sur des réflexions de fond et qui peuvent amener à basculer d'un monde qui était plutôt monétariste à un monde qui sera peut-être plutôt keynésien. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça, hein? C'est aussi les candidats aux élections présidentielles. Hein. Oui, ce qui me paraît important, c'est deux choses. La première, la Chine a joué un rôle très important et on a le premier G20 en Chine, Hangzhou, la fin de la semaine prochaine. Là, le discours de la Chine, c'est la nouvelle route de la soie. C'est des investissements en infrastructure. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, il y a eu tout le discours des candidats qui a été initié par Sanders et finalement très bien relayé par Trump à Détroit, ville symbolique, pour dire il y a un besoin d'infrastructure digitale dans ce pays, il faut réinvestir en infrastructure digitale, il faut faire quelque chose de très important, ce qui a justifié que dans le Michigan, Hillary Clinton est arrivée pour dire j'ai un projet très clair, je vais mettre 250 millions en direct, je mettrai milliards peut-être. 250 milliards de dollars en direct. Ça ne se verrait pas 250 millions. Tout à fait. Je vais mettre 25 milliards dans une banque qui permettra un effet de levier et globalement, on pourra ainsi avoir 500 milliards à investir en 5 ans. Donc, en fait, ce que vous nous dites, que
soit Trump, soit Clinton gagnent les élections, ça ne changera pas leur politique. On va rentrer dans une ère keynésienne d'endettement, de dépenses, de relance des infrastructures. Finalement, je pense que c'est la donnée la plus importante et qui peut, si elle est confirmée lors de ces grands rendez-vous, être de nature à apporter une perspective à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout de suite des effets immédiats, mais c'est quelque chose qui me paraît important à long terme. C'est une modification. Alors, ce serait une modification majeure. Je croyais que la dette était bannie. On était sorti justement du surendettement. On a finalement été jusqu'au bout de la politique monétaire. Vous dites on va quand même aller là-dessus et c'est une voie de sortie possible qui vous laisse optimiste. Oui, ça me laisse optimiste en ce sens qu'au fait, finalement, aujourd'hui, s'endetter à 0% à 30 ans, pour financer des actifs réels qui vont produire de la valeur, c'est pas la même chose que de s'endetter à 3% pour des budgets de fonctionnement. Agnès, vous êtes la femme de marché, Paul est plus dans les grandes tendances macro. Comment est-ce que vous entendez ce discours? Est-ce que vous l'achetez? Alors, je dirais pour l'instant, j'ai pas une vision aussi lointaine que Paul, donc, puisque moi j'ai une vision... Dans 30 ans, on est sauvé, mais à court terme, est-ce que... Non, pour l'instant, je pense que c'est pas pricé sur le marché, parce qu'on a toujours... Notre gros problème en Europe, c'est notre fragilité de notre secteur bancaire. Et on le voit, notre indice est composé de bancaires. L'Eurostock est fortement composé d'indices de bancaires également. Donc, et c'est la cause de notre marché qui n'arrive pas à s'en sortir, parce que comme dit Paul, pour l'instant, on n'a pas su, je dirais, d'injecter des liquidités, ne crée pas d'emploi et ne redonne pas de croissance actuellement. Il faut passer à autre chose, exactement. D'autre part, je pense que le marché, pour l'instant, price que ça sera les démocrates au pouvoir. Donc, et si il ne voit pas Trump au pouvoir. Et si plus on va s'approcher des élections, donc plutôt au mois d'octobre, ça sera plus fragile, notamment avec plus de volatilité et la moindre arrivée de Trump au pouvoir, je pense que le marché le prendra mal sur les marchés. Le marché américain est effectivement relativement cher. Si il voit... on a des niveaux records à Wall Street. Voilà, s'il voit un recul, on va avoir des effets. L'autre aspect positif des infrastructures, pourquoi c'est arrivé dans le débat, c'est parce que c'est une façon de créer de l'emploi, donc de dynamiser encore l'emploi qui est plutôt bien orienté aux États-Unis, même si la participation de la population active est faible, et c'est derrière permettre de l'inflation salariale, donc un retour de l'inflation. Oui, en fait, c'est la bonne vieille recette keynésienne qu'on avait vouée aux gémonies et qui revient finalement en forme. Quelque part, en fait, le cycle ouvert par Reagan et Thatcher serait remplacé par un autre cycle que Trump et ça marcherait pareillement. Pourrait incarner. Bon, à suivre. C'est intéressant comme analyse. Merci en tout cas pour ces propos. On enchaîne tout de suite avec notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord que l'on va découvrir ensemble avec, pour commencer, les feux. Les feux qui apparaissent ici. Voilà. Bon. C'est sur quelle période ça? Ça c'est du 1er août à d'accord, donc sur une période de 3 semaines. Hein. Tous les graphiques qu'on va vous montrer pendant cette émission sont sur cette période de vacances. Donc voilà, pour essayer de combler le gap. Et là on voit très clairement que la version au risque s'est un petit peu dégradée finalement dans la période. À l'opposé, le momentum macroéconomique lui s'est amélioré. Donc ça s'équilibre? Ça s'équilibre. Cela veut dire que certainement il y a peut-être un peu plus de fragilité sur certains indices qui sont trop perchés et ça peut participer à des corrections si on n'a pas les nouvelles qui sont positives. D'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que la peur qui était quand même très forte sur l'activité économique, elle a reculé. Alors peut-être que là, il y a aussi un peu trop d'excès et qu'il y aura des ajustements. Mais globalement, le momentum macroéconomique, c'est pour ça que je vous ai amené ce graphe-là plus particulièrement, il montre bien qu'il y a eu une évolution, puisque finalement aujourd'hui, en Occident, dans les pays développés, on a vraiment quelque chose qui est largement supérieur à ce qu'on a eu tout au long de l'année. Même s'il y a une toute petite correction là récemment, on est quand même dans une situation qui est largement meilleure. D'accord. Et de la même façon, dans les pays émergents, on a un mieux.
on n'a pas une situation qui est celle qu'on avait en même temps que le Brexit, qui était plutôt négative, avec des chiffres qui sont... Donc ça, c'est le grand enseignement, finalement, de cet été. On a digéré le Brexit. Voilà. Comme un bon sandwich au cheddar. Voilà, on reste en mode 3. On reste en mode 3, pas de raison d'évoluer par rapport à l'incertitude. Il faudrait qu'il y ait des éléments un petit peu concrets, perspectives pour que cela bouge. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces graphiques de tableau de bord. On va tout de suite passer à... Voilà, la performance. Donc, Agnès, on va vous donner la parole. On va découvrir... Alors, c'est une performance depuis le 30 juin. Donc, voilà. Donc c'était juste pour retracer la période estivale. Donc, on a sous-performé, comme on le voit sur ce tableau. Donc, donc on perd 3,17, on est en hausse, pardon, de 3,17 contre un CAC de 4,04. Et on le voit notamment, cette performance se fait par le secteur bancaire, notamment le retour, c'est l'effet contre Brexit. Donc ça, c'est les plus grosses hausses et plus grosses baisses du portefeuille. Voilà, depuis du CAC 40. Du CAC 40 depuis le 30 juin. Donc c'est-à-dire là, les 13% de hausse du CAC 40, je dirais, par rapport au point bas. Il ne faut pas l'oublier. LVMH, BNP Paribas, Schneider en tête, voilà. Et en queue, Essilor, Total, Orange. Voilà, donc toutes les valeurs dites défensives. Et puis on a vu notamment le secteur pharmaceutique sur des résultats. Essilor, on le verra un peu plus tard, qui a publié des résultats moins aux attentes du marché. Et donc déception, je dirais, après sa belle montée. Donc d'un point de vue performance, voilà, on voit les chiffres donc, que vous nous avez rappelés. Donc voilà. Depuis le début de l'année, on a un retard de 6%. Exactement. D'un point de vue sectoriel. Donc d'un point de vue sectoriel, donc on voit bien le rattrapage des financières. Donc, qui a gagné 1,13 et que nous, on n'est pas du tout sur les banques, sauf sur le secteur de l'assurance. Il ne faut pas oublier dans les semi-cycliques, donc on voit bien notamment, et conso cyclique, où nous, on ne se défend pas trop mal. Ça a été surtout toute la remontée du secteur du luxe, notamment par la remontée de LVMH, qui a bien délivré durant cette période-là, et notamment dans le secteur semi-cyclique où on est pas mal exposé, ça a été surtout les valeurs allemandes qui sont bien défendues. D'accord. Donc voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette partie performance. On va enchaîner avec notre rubrique sur la gestion. Voilà, la gestion, donc les débats, sans Hubert Tassin qui nous accompagne chaque semaine pour titiller notre gestion, apporter des idées nouvelles. On le retrouvera la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans l'émission sur notre page Facebook, poser toutes vos questions, faire vos commentaires auxquels on se fera un plaisir de répondre. Donc, en l'absence d'Hubert, on va quand même revoir un petit peu les grandes variations. Alors, qu'on a commencé à défricher. Avec LVMH, notamment LVMH qui nous avait un peu pénalisé ces derniers temps. Donc ça a été surtout, je dirais, il y a eu une note positive qui est sortie cet été, et notamment qui serait, d'un analyste, qui serait le secteur le mieux, et surtout le titre le mieux protégé dans un environnement macroéconomique encore difficile. Et surtout, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un potentiel de retour de trésorerie aux actionnaires. Donc ce qui a fait bien remonter le titre. Notamment, d'autre part, on voit tout le secteur, notamment technologique. C'est-à-dire que LVMH a trop de cash, en fait. Trop de cash. Donc soit elle rachète des actions, ou soit elle va redistribuer... Et donc elle ne va pas s'en servir pour acheter des concurrents ou... Pour l'instant, je ne pense pas. Bon, c'est la rumeur en tout cas. Okay. Donc voilà. D'autre part, on voit bien notamment le secteur des semi-cycliques, notamment avec Siemens, qui remonte bien, parce qu'on a vu donc, tout le secteur industriel allemand qui a eu de très beaux chiffres. Notamment, les exportations ont été fortement dynamiques vers la Chine. Et puis, on a vu aussi une stabilisation avec la Russie sur les exportations après une baisse sur le dernier trimestre. Donc voilà, et notamment aussi en Allemagne, on a vu une hausse de la demande interne. Voilà, donc du coup, Siemens en a bien profité. D'autre part, on a tout le secteur aussi
Donc Siemens. Et puis Alstom aussi. Hein. Alstom c'est un peu réveillé. Bien sûr, la Uber n'a qu'une envie qu'on renforce Alstom parce que la division transport est mal valorisée par le marché. Et puis je vais me faire son porte-parole. Uber pensait qu'il fallait accélérer, enfin se délester plus des défensives pour accélérer ce phénomène finalement de bonne tenue qu'on constatait avec Paul. Et là, on le voit, en effet, on a des valeurs plutôt défensives qui souffrent. Oui, notamment tout le secteur de la santé qui avait fortement monté, je dirais, avant cet été. D'accord. Donc, voilà. Alors, fort de ces constats, on va peut-être dire un mot aussi des arbitrages qui ont eu lieu pendant l'été. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Voilà. On a fait les vraies vacances. Voilà, on a eu la bonne idée de sortir sur la dernière réunion, de sortir Air France. Et d'ailleurs, depuis... qui est restée collée au sol. Oui, donc elle a perdu encore 10%. Voilà, et on avait renforcé Siemens et notamment... renforcer SAP et Sodexo qui ont bien délivré, je dirais, durant cette période. Voilà. Bon, comment est-ce que on aborde cette rentrée? Dans quel état d'esprit vous êtes en tant que gérante? Comment est-ce que vous voyez la suite? D'une part, la suite, c'est, je dirais, quand ce marché a déjà pris 13-14% depuis cet été, on est plutôt attentiste. Je pense qu'il y a une politique, on est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on continue à bien renforcer notre secteur, je dirais, des technologies, parce qu'on se rend compte que c'est le secteur qui a un free cash flow et qui a beaucoup de cash et qui a qu'une envie de se développer de plus en plus à l'extérieur. Et puis on a les résultats, notamment l'économie dans ce domaine-là. Le secteur commence à une amélioration dans la conjoncture en France. Et notamment Alten commence à en bénéficier pleinement. Oui, il y avait plusieurs sociétés autour desquelles on tournait. Donc est-ce que c'est le moment d'y aller? Alors, pour l'instant, je préfère attendre de voir ce qu'il en ressort de ce week-end, quelle va être la politique des taux, notamment du côté des États-Unis, et sur un repli du marché. On en profitera pour peut-être se renforcer. Si repli il y a. Quand on voit une action comme Orange qui finalement semble s'essouffler, qu'est-ce qu'on fait? Orange, de toute manière, pour l'instant, alors elle s'est réveillée un peu hier sur des rumeurs comme quoi il y aurait des idées de rapprochement avec Vivendi. Ce qui semble un peu curieux, encore une fois. Voilà, et Vivendi vient de publier ses résultats qui ne sont pas bons, donc qui sont pas bons. Tout est relatif. C'est Canal+ qui pénalise Vivendi. En revanche, les résultats de Telecom Italia sont bons et l'Afrique ne compense pas l'impact de Canal+. En fait, c'est cette bonne vieille convergence qui est d'ailleurs animée par un homme en coulisses, Jean-Marie Messier, qui veut ranimer cette flamme, qui a initié SFR, et donc, Drahi le disait d'ailleurs, si je le fais, Orange va suivre. Vous y croyez, vous, à cette stratégie de se dire un deal Orange, Canal+, ça fait sens quelque part? Mais quelque part, moi, je pense que la concentration de ce secteur-là n'est pas terminée. Donc Orange a fait un très beau parcours sur l'année 2015. Donc là, c'est vrai que depuis le début de l'année... Il y a 2 ans, Orange vous expliquait qu'il faut sortir des contenus, que ce n'était pas leur métier, que c'était les tuyaux. Enfin bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement, vous avez vu la transformation. Je pense que ça transforme... Pour l'instant, on a vu une accalmie sur le secteur. Donc, peut-être ça va Vous achetez cette stratégie éventuellement? Moi, j'achète cette stratégie. D'accord. Oui. Parce qu'on a du Vivendi. On a du Vivendi. On a de l'Orange. En général, il y a un perdant, un gagnant, un arbitrage qui se fait. C'est ça qui pèse peut-être sur le titre Orange aussi, non? Alors, Vivendi, c'est un peu à part. Parce que Vivendi, notamment, c'est plutôt... on joue plus Vivendi notamment sur la télé. Donc Vivendi et la musique qui commence à se développer de plus en plus avec Universalis. Donc Vivendi, on en avait un très gros poids. On a su prendre nos bénéfices quand on a été monté sur 22-23. Voilà, donc on n'a plus que 2% sur le titre. Donc on touche à Orange ou on ne touche pas à Orange au final? On ne touche pas à Orange. On ne touche pas à Orange ni à Vivendi? Non, pas pour l'instant. D'accord. Dans l'actualité, on a Ahold Delhaize aussi qui annonçait des résultats. Alors, les Delhaize, puisque fin juillet, il y a eu le regroupement
de l'Azahold. Donc maintenant, mais on a vu des très bons résultats de Ahold, notamment sur la partie Ahold aux États-Unis. Donc c'est le secteur des biens de consommation qui se défend très bien. Donc on reste encore très confiant sur ce titre-là. Thales. Alors Thales, il y a les rumeurs notamment sur des fuites, notamment sur les sous-marins qui ont été conçus pour l'Inde, par la filiale, la co-entreprise de Thales. Le marché a réagi, seulement baissé de 1,60, on n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà, Thales, on en a 2%. C'est vrai que oui, peut-être on serait amené à l'alléger, elle gagne 16% depuis le début de l'année. C'est un titre qu'on a depuis très longtemps. On a déjà allégé de 2%, donc pourquoi pas. Pourquoi pas quoi? De l'alléger au Encore peut-être de carrément de la sortir, mais attendons de voir, parce que si on vend Thales, il faut savoir par quoi on va l'arbitrer. C'est surtout ça. Et pour l'instant, on touche un peu cette semaine, on en vend une partie? Pour l'instant, je vais être un peu comme tout le monde. Je crois que Jackson Hole, même si c'est un peu philosophique et déconnecté, on voit que ça a quand même ça Tout pèse sur le... Mais surtout, il n'y a pas de volume sur les Et marchés. puis le G20. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent basculer, et la réaction psychologique à ces grands événements-là peut être consistante dans la prise de décision. Est-ce qu'on fait des entrées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rentrer dans ce portefeuille? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas... On est en train de regarder. Je pense qu'on en dira un peu plus la semaine prochaine. Il faut atterrir, en fait. Oui, le décalage horaire est encore fort. Donc, on en saura plus la semaine prochaine. Mais c'est surtout, je dirais, le gérant actuellement est confronté, c'est-à-dire il a envie peut-être de modifier son portefeuille dans un marché calme, sans volatilité. Et peut-être à chaud, sans être bien connecté au marché. Voilà, et c'est là où on risque de faire des erreurs. Voilà, des erreurs. Donc, prudence, il faut se réacclimater par petites touches, et on en saura sans doute plus l'année prochaine. Voilà le message qu'on retient de cette session de rattrapage. On a vu que ça s'était plutôt bien passé, d'un point de vue boursier, mais aussi d'un point de vue macro. Et donc on va voir comment se passe cette rentrée après Jackson Hole et après le G20 qui se tient en Chine. Donc, oui, qui se tient en fait... alors le processus a déjà commencé, puisqu'il y a des réunions qui se succèdent à partir toute la semaine, qui vont aboutir sur le week-end à une déclaration, et elle sera riche en enseignements certainement. Bon, ça sera, on l'espère, pas du chinois pour nous. Il y a peut-être un point qui est très en dehors de tout ce qu'on a pu évoquer, qui est ce qui est en train de se passer en Inde à travers le vote qui est intervenu le 3 août de la mise en place d'une TVA unique. C'était un des projets de Modi. Ça prouve qu'on peut réformer structurellement. Alors, c'est pas abouti, ça serait pour 2017. Mais je crois que c'est très intéressant de voir la modernisation d'un pays comme l'Inde qui pourrait de ce fait abandonner à peu près 17 impôts, faire une réforme et créer une dynamique. Donc, l'introduction de la TVA, c'est une preuve de modernité. C'est comme le vaccin contre le palu ou autre. Bon, on en tient ça. On entre dans la modernité avec la TVA. Merci à tous les deux. Merci. Bonne rentrée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On aura le retour d'Hubert et sans doute un peu plus encore d'actualité à se mettre sous la dent. Bonne semaine à tous.